Scène dans une maison. Décor, chambre vide, un personnage entre, les mains gantées, apporte une chaise ronde avec dossier et accoudoir tandis qu'un autre serviteur, toujours ganté, arrive portant une estrade. Au milieu du mur, à droite, on met la chaise sur l'estrade. Au fond, très grande fenêtre, du haut en bas du mur donnant sur la rue. Au fond, à gauche, une porte d'entrée. Les serviteurs sortent et entrent à nouveau avec des vaporisateurs. Un troisième personnage, une femme, arrive, tenant elle aussi un vaporisateur. Les personnages aspergent les murs, la chaise, l'estrade. Par la porte de droite, un autre personnage arrive portant deux petites chaises que l'on place des deux côtés de la porte de droite. C'est encore une femme. Cette dernière asperge les meubles, le plancher, les murs, le plafond. Par la fenêtre, on voit ce qui se passe dans la rue. On y voit un homme à demi nu, mal rasé, d'un bout à l'autre du fond de la scène que l'on aperçoit par la fenêtre et criant « Ayez pitié de moi !» Et il disparaît. À sa suite, deux hommes vêtus de noir avec des masques pour protéger contre les microbes le nez et la bouche, tenant des gourdins dans la main gantée, courent après le personnage qui criait. Le maître de maison arrive. C'est un homme plutôt grand et maigre, brun, vêtu d'une robe de chambre sous laquelle il porte un costume foncé. Il a une sorte de bonnet sur la tête et des gants comme les autres dans l'espoir de se protéger du mal. Le maître de maison regarde ses serviteurs qui sont en train de vaporiser pour désinfecter les lieux. Purifiez, purifiez, désinfectez. Ici, nous serons à l'abri. Qui a les parfums qui purifient? Moi, Qui a monsieur. qui empêche le mal? Moi, monsieur. N'oubliez pas d'oindre une seule jointure. Dépêchez-vous. Il ne suffit pas de vaporiser. Et la poix et les poudres, frottez partout. Et le benjoin, la colophane, les insecticides, le soufre. Les voilà, nous frottons. Voilà le soufre, nous frottons. Apportez-moi mon repas. A-t-on bien astiqué? A-t-on bien huilé les meubles? Oui, monsieur, avec le produit que vous avez recommandé. Pour toucher au mets, prenez vos gants blancs. Faites brûler de l'encens près de la porte, près de la fenêtre, dans les coins. La servante s'exécute pendant que les autres continuent de frotter et de désinfecter le parquet, les murs, etc., etc. La deuxième servante, d'ailleurs, apporte un plateau avec des mets au maître de maison qui va s'installer dans sa chaise à accoudoir. Ça sent encore le poisson. Ça sent encore le fruit. Avez-vous mis assez de médicaments? Il faut en mettre davantage. Il faut se nourrir et c'est dangereux. Mais on ne peut plus déguster. S'il n'y avait pas cette chaleur, l'épidémie serait moins virulente. Il y a aussi eu les pluies chaudes. Quand il y aura la neige et le gel, cela fera disparaître la maladie. Monsieur, on ne sonne plus les cloches pour les morts. Il y en a trop. Ils n'ont pas le temps. C'est pour rassurer la population. Il n'y a plus de sonneurs de cloches. Les trois quarts sont morts de la maladie. Écartez-vous donc. Vous allez m'étouffer. La distance est hygiénique. Avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fermé les fenêtres? Il s'écarte du maître de maison. On ne pourrait pas même glisser une aiguille sous la porte. Pas même un fil ne doit pouvoir passer. Tout est clos. Nous avons du blé, du riz, du poisson, de la viande séchée, nous avons des fruits secs, nous avons des noisettes. Et nous sommes à l'abri des rats. Il faudra contrôler le toit, hein, que le vent n'enlève pas une seule tuile. Bien entendu, personne n'entre ni ne sort. Nous sommes à l'abri. Ne regardez pas par la fenêtre, la vue du mal elle-même peut contaminer. Faites bien attention. Je sens qu'il y a un peu de courant d'air. C'est le vent qui porte les germes du mal. Il n'y a pas de fissure, il peut y en avoir, il peut s'en former. Les vents et l'air appuient sur les murs, les cloisons, ils veulent les percer. Soyez vigilants, bouchez tous les trous avec de la cire que vous devez avoir constamment sur vous. Allez, regardez, inspectez, allez, allez! Les deux domestiques et la première servante regardent partout, bouchent les fissures ou font semblant. S'il y a une grande agitation dans la maison. Il y a une grande agitation dans la maison. Seule la deuxième servante reste près du maître de maison et lui sert à manger. Pendant ce temps-là, on voit par la grande fenêtre un homme en noir qui passe portant un drapeau noir, suivi par une charrette conduite par des chevaux noirs, un cocher vêtu de noir, un cercueil dans la charrette. Derrière, un garde avec sa hallebarde suit le cercueil.
Il sonne d'une trompette et s'arrête dans sa sonnerie de temps en autre pour crier « Écartez-vous » Suivant les facilités ou les difficultés de la machinerie, on peut ne pas employer de charrette. Et dans ce cas, il y aurait 2 hommes en noir portant le cercueil. Le maître de maison parle tout en mangeant avec précaution et en regardant et en sentant bien la nourriture. Ainsi, il y a certains morceaux qu'il remet dans le plat après les avoir reniflés sans y toucher. Bouchez tout. Il y a aussi des fentes qui se forment d'elles-mêmes, et par où peut entrer l'air putride. Vaporisez aussi. Ne craignez pas de vaporiser aussi la nourriture. Tant pis s'il y a le mauvais goût. Vaporisez parce que le vent mauvais peut entrer par sorcellerie malgré les murs épais. L'esprit mauvais ne connaît pas toujours les murs, les cloisons. Il est invisible, et pour lui, il n'y a pas de matière. Si vous y pensez, monsieur, il entre par la pensée. Pensez qu'il n'entre pas. Pensez qu'il n'entre pas. Les cloisons doivent être étanches, mais le cœur doit être imperméable. Si vous ne le voulez pas, le mal n'entrera pas dans cette maison, il ne le touchera pas, mais continuez de désinfecter la maison. Continuez de vérifier s'il y a des fentes, des fissures, que si rien ne s'élargit, que tout se referme. Il n'y a plus d'univers hors de nous. Nous sommes impénétrables. C'est ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Répondez. Nous sommes impénétrables. Je suis impénétrable. Le mal ne peut me toucher. Et toi? Le mal ne peut nous atteindre. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Je suis impénétrable. Je suis intouchable. Le maître de maison tombe face contre terre, après avoir renversé le plateau avec les aliments. Les serviteurs sont effrayés, se précipitent vers lui. La première servante, après avoir soulevé la main du maître de maison, la laisse tomber. Les paumes de ses mains noircissent. Le premier domestique soulevant par les cheveux la tête du maître. Ses yeux rougissent. Son visage est bleu. Il a tout renversé, il a cassé les assiettes. Je n'en ai plus d'autres. Ce sont les signes du mal. Ce sont les signes du mal. Effrayés, les serviteurs abandonnent le corps et se précipitent vers la porte. Ils l'ouvrent. Le policier. Vous ne pouvez pas sortir d'une maison où il y a une maladie. Si vous essayez, je tire. Il les met en joue. Les serviteurs reculent. La porte se referme bruyamment du dehors. Les serviteurs se précipitent vers la fenêtre pour essayer de la briser. Un autre policier s'y retrouve armé. Les serviteurs reculent. On voit qu'ils ont peur les uns des autres. Du dehors, tandis que les 4 serviteurs, chacun à un coin de la pièce, tombent à genoux. De lourds volets sombres couvrent les vitres. Les ténèbres envahissent le plateau. Fin de la scène. Scène dans une clinique. Les personnages, Alexandre, Jacques, Émile, Katia, le docteur et l'infirmière. Décor, la chambre d'une clinique, fenêtre au fond, les cloisons à droite et à gauche sont vitrées, petite porte à droite, à gauche, Alexandre dans son lit, 3 ou 4 sièges. Alexandre a une 60aine d'années, Katia est beaucoup plus jeune. Émile et Jacques sont un peu plus jeunes qu'Alexandre. Au lever du rideau, il y a sur le plateau Alexandre, Katia, Émile et Jacques qui viennent d'arriver. Alexandre s'adressant à Jacques et à Émile. Asseyez-vous. Les chaises ne sont pas très confortables. Ça va faire bientôt 20 ans que je ne vous ai plus vu. Maintenant, vous êtes malade. Pas encore mort. Je sais. Vous travaillez beaucoup, on me l'a dit. Vous nous préparez une œuvre importante? J'en ai lu des fragments, c'est excellent. Quelle querelle stupide. Un malentendu. Un malentendu, comme vous dites. Cela m'a privé de votre amitié si longtemps. Mais puisque je vous retrouve… C'était facile de le trouver, vous auriez dû essayer. Oui, bien sûr. Alexandre aussi aurait pu faire un pas vers moi. Vous ne désiriez pas. Mais si, voyons, Katia. Vous êtes française, normande. Pourquoi avez-vous ce prénom russe? Le prénom est français, le diminutif est russe. C'est elle-même qui se l'est donné. Elle aimait beaucoup Tchekhov. C'est ridicule. On peut presque tout pardonner, mais on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui a d'autres idées que vous. Celui qui pense autrement est un ennemi. C'est parce que vous n'avez pas la vocation de l'amitié.
L'amitié est plus forte que les idéologies. Vous-même avez changé. Vous avez adopté d'autres idées qui ne changent pas. Pour moi, un ami est celui qui pense comme moi. Pour qu'il reste un ami, il doit changer d'idée en même temps que moi. Je plaisante un peu. Mais dans le fond, il en est ainsi. J'étais venu pour parler, pour essayer de voir avec nous, avec vous, de m'expliquer, d'expliquer, de comprendre un peu quelle est la raison secrète de cette mésentente. Parce que depuis que vous avez changé d'idée, vous avez rechangé et vous avez les mêmes idées que moi depuis 10 ans environ, et cependant, on a continué à ne pas se voir. Ne vous fatiguez pas trop l'esprit. Surtout ne le fatiguez pas lui. Le médecin ne veut pas qu'il se fatigue. Il a d'ailleurs beaucoup hésité avant de permettre votre visite. Parlons d'autre chose. Je suis content de vous voir. Ne parlons de rien. Il y a tout de même une coïncidence bizarre. Nous nous sommes querellés le lendemain du jour où j'ai reçu ce prix littéraire. Alexandre est au-dessus de cela. C'est absurde. C'est évident. Alexandre n'est pas jaloux. Peut-être est-il tout simplement en désaccord idéologique avec les membres du jury qui, sans cela, lui auraient certainement donné ce prix. Il le méritait plus que moi. À l'époque, je veux dire. Peut-être. Il pensait que je renoncerais à ce prix, comme il l'aurait fait lui-même. Sans doute. Il n'aurait pas accepté. Ce n'est pas désagréable de passer plusieurs mois dans une clinique. Au début, c'est difficile. Après, on s'y habitue. Je vis dans un monde aseptisé. Le bruit et la fureur du monde ne parviennent à moi que très édulcorés, désamorcés. Cela ne fait plus peur. Ou plutôt, cela ne dérange plus. Avant d'entrer, on nous a arrosé d'un liquide désinfectant. Beaucoup de gens meurent en ce moment. Plus que d'habitude. On meurt beaucoup dans la rue. Ils s'écroulent. Les hommes défont leurs cravates, les femmes poussent un cri et puis ils meurent. C'est une mode. Je sais, je suis au courant. Enfin, vous allez mieux, n'est-ce pas? Vous avez une mine excellente. Vous aussi, bien que vous circuliez toute la journée dans les rues de la ville. Je me demande si ce n'est pas un peu de votre faute, si j'ai cessé de voir Alexandre. Vous souvenez-vous, j'étais venu chez vous, dans votre petit appartement, nous avons dîné, et dans la conversation, tout d'un coup, mais si, j'ai lu le mécontentement sur votre visage. Je ne m'en souviens pas. Mais si, mais si. Vous avez du mal interpréter. Vous attachez trop d'importance. On accorde toujours trop d'importance. Pourtant, c'est à partir de ce moment qu'il y a eu dans votre attitude vis-à-vis de moi une modification très nette. Ne le fatiguez pas. C'est terminé, n'est-ce pas? Il me semble que c'est plutôt Katia que je fatigue. Depuis, nous avons fait beaucoup de choses, mais on les a fait à la hâte. Il fallait se dépêcher. Il fallait dire des choses au moment où les gens étaient encore en mesure d'écouter ce que nous disions. Maintenant, ils n'écouteraient plus. Ils ont d'autres préoccupations. Il y a d'abord toutes ces morts. Vous avez raison. C'est que nous avons à dire, il faut le dire tout de suite. Ainsi peut se faire une place dans l'histoire de l'expression. Nous n'avons qu'un seul mot à dire. Il sera enterré avec des millions d'autres mots, mais auparavant, il se sera fait entendre. Si on ne se dépêche pas, le mot n'est plus compréhensible. Il perd sa signification. Il est dépassé. On découvre de temps à autre des œuvres que l'on ressuscite. Le docteur entre suivi de l'infirmière. Le docteur après s'être approché d'Alexandre avec l'infirmière. Vous sentez-vous mieux? J'ai toujours cette douleur, moins fort. Tu disais que tu ne souffrais plus? Faites-lui la piqûre. Pendant que l'infirmière fait la piqûre, le docteur se retourne vers Jacques et Émile. Restez assis. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Un millier de personnes sont mortes aujourd'hui dans la rue, du même mal. Individuellement? Ah, il y en a qui meurent individuellement, d'autres meurent par paquet de 10 ou 12. La science est impuissante. Nous ne savons pas ce que c'est une épidémie étrange. Il n'y a pas de signe précurseur. Nous ne pouvons soigner personne et les autopsies ne donnent rien.
Je ne vous ai pas fait trop mal. Maintenant, je me sens très bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Toi qui es si douillet d'habitude. D'ailleurs, je dois descendre. On m'a annoncé l'arrivée de toute une fournée. On va quand même faire les autopsies. Le nombre augmente tous les jours. Vous espérez quand même arriver à expliquer et à combattre cette maladie. En est-ce vraiment une? Mes amis, mes amis, Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes amis. Ne partez pas. Regardez, il a les yeux révulsés. mes amis. Il s'est à moitié levé de son lit, il retombe. Il s'est évanoui. Le docteur s'approche d'Alexandre. Il est mort. Impossible. Oh mais si. Mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? Et je n'ai pas réussi à lui parler. Trop tard. Ses dernières paroles ont été, mes amis. Non, madame, il n'est pas mort de la maladie pour laquelle il est venu se soigner ici. Ce n'est pas non plus la piqûre. Pourquoi a-t-il dit « mes amis » ? Que voulait-il entendre par là? Il s'était assis sur mon lit, il voulait nous dire quelque chose d'important. Fermez-lui les yeux, appelez le service, on descend le cadavre à la morgue. Fin de la scène. Rencontre dans la rue. Le premier et le deuxième bourgeois. Les deux bourgeois entrent sur le plateau simultanément, l'un par la gauche et l'autre par la droite. Tiens, vous voilà, vous n'êtes pas mort. Je ne suis pas un revenant. Cela m'étonne parfois de ne pas être mort. Le fait est que je ne le suis pas. J'existe encore. Vous habitez toujours le 21e arrondissement. Que venez-vous chercher ici? On nous a signalé que votre quartier a été le plus touché par la maladie. Plus encore que le 25e arrondissement, moins que le 27e. J'avais demandé qu'on établisse une frontière, un barrage pour empêcher les gens des quartiers insalubres de pénétrer et d'aller se réfugier dans des arrondissements moins touchés. Et surtout le mien, le premier. Comment avez-vous pu vous faufiler? J'ai fait établir moi-même ce règlement approuvé par la majorité des conseillers municipaux. Je ne vous fais aucun tort. Si. Et je vais de ce pas avertir la maréchaussée. Je suis venu dans votre quartier pour l'intérêt de la cité. Je suis préposé à l'alimentation. C'est moi qui m'occupe de l'approvisionnement de la compote, depuis que les fruits crus sont interdits. Voici mon laissez-passer et mon ordre de mission. Je regarde vos permis de loin. Et votre famille? Oh, certains vivent encore, d'autres parents ne vivent plus. Mais comment a-t-on pu déléguer un habitant du 21e arrondissement pour l'approvisionnement de la ville? Écartez-vous. Parlez-moi à 3 mètres de distance. Non, à 5 mètres plutôt, afin que vos microbes ne puissent m'atteindre. Et votre famille? Personne chez moi n'est mort ou malade. On ne signale aucun cas douteux dans les 12 maisons de ma rue. Personne ne peut savoir ce qui peut nous arriver demain. Rien ne m'arrivera à moi, ni à ma famille. Non, non, n'approchez pas, vous venez dans un endroit très malsain. Vous m'avez l'air bien rassuré. D'où vous vient cette assurance et cette allégresse bizarre en ce moment où la catastrophe sévit et décime la ville? Rien de sorcier. Les gens qui sont malades, les mourants et les morts sont ou ont été imprudents. Il n'y a qu'à ne pas se mêler à la foule. Il n'y a qu'à ne pas s'approcher des malades. Il n'y a qu'à s'éloigner, comme je le fais, de tous ceux qui, comme vous, sans être encore malades, ont touché des malades. Il y a tout simplement qu'à ne pas avoir de mauvaise fréquentation. Et si vous étiez médecin, infirmier ou croque-mort, que feriez-vous? Je démissionnerai. Et puis, ce n'est pas le cas. Je ne touche que l'argent de mes rentes. Je laisse à d'autres les métiers imprudents. Je suis là, à l'abri, je n'ai touché aucun corps malade.
en avez de la chance de ne pas risquer votre vie pour la vie des autres. D'autres, cependant, la risquent pour vous. Mais ne soyez pas trop content, monsieur. Il est presque impossible de savoir qui est en bonne santé, qui ne l'est pas. On voit des gens pleins de vie, ayant l'air en bonne santé, tout frais et tout rose, qui seront morts 1 heure après. J'ai pu échapper jusqu'à présent et j'y échapperai bien par la suite. Je ne suis pas un égoïste. Quand on ne me demande pas trop, je porte volontiers secours en temps normal. Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, on a le droit de devoir être prudent et méfiant. On a le droit et le devoir d'être provisoirement égoïste dans les moments graves. Cela se défend. C'est une morale comme une autre. Je suis à l'abri, j'ai du flair. Je n'ai jamais été dans la compagnie de gens présentant un danger quelconque. Je ne vois ni les médecins, ni les infirmières. J'évite les croque-morts. Je n'achète ma nourriture que dans des magasins d'alimentation de première catégorie. Il vaut mieux dépenser quelques sous de plus plutôt que de se sentir menacé. Ma vie vaut bien celle des autres. On vous a signalé avant-hier au restaurant de la Dinde farcie. N'étiez-vous pas à table dans une des salles à manger de l'établissement en train de dîner avec Monsieur Daniel? Eh bien, ce monsieur est un ami avec lequel je discutais affaires. Il est beau et gras. Il prend les mêmes précautions que moi. Dans ce cabinet particulier, il n'y avait là personne susceptible de nous donner la maladie. Ah bon? Pourquoi dites-vous ah bon? Je dis ah bon, parce que je dis ah bon. Je dis ah bon. Ne vous approchez pas de moi. Vous n'allez pas me dire. Je n'ai rien à dire. Dites-moi ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'avez rien à dire. Ne vous approchez pas de moi. Ne me le faites pas répéter. Ce monsieur est un ami avec lequel je dînais. Est-il malade? Dites-moi, est-il malade? Non, il n'est pas malade. Il n'est plus malade. Il a guéri si vite? Non plus. Il est mort. Il est peut-être mort d'une attaque. Il est peut-être mort par accident. Il est tombé. Il a été assassiné. Si vous voulez la vérité, il est mort de la maladie. Alors je vais mourir aussi? Pour la 3e fois, ce n'est pas une raison pour vous approcher de moi. Si vous faites un pas de plus, je sors mon pistolet. Alors je suis mort. À moins d'un miracle. C'est comme si j'étais mort. Une infirmière passe. Infirmière, j'ai peur d'être contaminé. Approchez. Il ouvre son veston, déboutonne sa chemise. L'infirmière examinant la poitrine du premier bourgeois. Ah, trop tard, trop tard. Aucun médicament ne peut plus vous servir. Je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Le deuxième bourgeois poursuit le premier bourgeois et il lui tire dessus. L'infirmière court après le deuxième bourgeois qui court après le premier bourgeois et crie. Vous aussi, vous êtes un homme mort. Et moi, je suis une femme morte. Fin de la scène.